série concernant les autobiographies de certaines personnalités, les personnalités en l'occurrence que je préfère, que j'affectionne particulièrement. Alors, je sais que certaines d'entre vous vont se dire en voyant le titre encore, mais je vous avais prévenu, je vous l'avais dit, et ce sera le dernier personnage concernant cette catégorie, puisque oui, on reste encore dans la catégorie des membres de la famille royale d'Angleterre. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis une grande fan de la famille royale d'Angleterre et que j'ai une certaine forme d'admiration parmi quelques membres d'entre eux. Donc j'ai déjà fait une autobiographie autour de la reine Elisabeth à l'occasion de ses obsèques en guise d'hommage. Et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas faire une autobiographie sur son illustre belle-fille, la princesse Lady Di. Et donc aujourd'hui, je clôture la série autour de ces membres-là, de ces femmes-là, de ces personnages-là, avec la princesse Catherine Middleton, qui est aujourd'hui donc princesse de Galles et non des moindres future reine d'Angleterre. Alors oui, je suis, au-delà d'être fan de la famille royale d'Angleterre, je suis vraiment très fan de cette femme-là, de cette personne-là. C'est peut-être mon personnage préféré de la famille royale britannique. Et j'ai vraiment voulu mettre le point sur sa vie. Alors, elle n'est pas vieille, hein. Elle a 43 ans si je ne me trompe pas. 42, 43, 42, pardon, elle vient d'avoir 42 ans, il me semble. Donc elle n'est pas vieille, elle n'a pas forcément une vie pour l'instant très riche comme sa grand-mère par alliance, on va dire. Mais il y a quand même des choses notables à remarquer chez elle. Et justement, c'est plein de petits points, plein de petites choses qu'on verra par la suite, mais qui font qu'elle ressort de positivement, je dirais en bien sûr, de la famille royale britannique qui malheureusement parfois rencontre pas mal de stéréotypes et de préjugés. Alors sans plus tarder, commençons. Alors, donc j'ai mon ordinateur qui est à côté de moi et qui va me servir de support sur le texte que j'ai préparé. J'insiste toujours à chaque fois que je fais une biographie, donc je me base principalement sur des sources données sur internet. Donc c'est principalement Wikipédia. Et après ça va être surtout des bribes d'informations piochées de ci de là parmi différents journaux de presse. Ça dépend en fait de ce qu'ils amènent, ce qu'ils apportent ou la tournure. Une biographie, ça reste une biographie, on est d'accord, tout le monde dans les grands traits va mettre les mêmes lignes, mais parfois certains vont apporter quelques anecdotes. Et bien évidemment, je rapporte mes propres anecdotes, mes propres connaissances de ce que je sais à ce sujet. Alors, Catherine, donc Elizabeth Middleton, dit Kate, est née le 9 janvier 1982 à Reading, dans le comté de Berkshire, en Angleterre. C'est une roturière, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie de la noblesse anglaise. Elle n'a ni titre ni de lien de parenté, ou non parenté d'ailleurs, avec la royauté, puisqu'elle est la fille de Carol et de Michael Middleton, patrons d'une entreprise d'accessoires de fête grâce à laquelle ils ont fait fortune. Elle a un petit frère, James, et une sœur cadette, Philippa, dit Pippa. Pippa qui a été très fortement reconnue à l'issue du mariage de Kate et du prince William. À l'âge de 2 ans, Kate s'installe avec sa famille à Amman, en Jordanie, où ils y passent 2 ans et demi. Alors, on n'a pas su forcément pourquoi, sauf que c'est probablement dû au fait que ses parents travaillaient tous les deux à l'époque dans une compagnie aérienne. Alors je ne sais pas s'ils étaient stewards et hôtesses de l'air, mais bon, c'est peut-être au cours de leur voyage
l'impression qu'ils ont été amenés à aller vivre en Jordanie. Là, on n'en a pas trop su pourquoi. Revenue au pays en 1986, la petite fille intègre l'école de St Andrews à Pangbourne jusqu'en 1995. Alors désolée pour ma prononciation sur certaines villes. Elle entre ensuite au collège de Marlborough où elle étudie la biologie, la chimie et les arts. C'est également une sportive accomplie pratiquant le tennis, le hockey, l'athlétisme et le netball, un sport dérivé du basket. En 2001, elle entre à l'université de St Andrews où elle fait la rencontre du prince William. Pour certains, la jeune femme se serait volontairement inscrite à St Andrews dans le but de côtoyer le fils de Diana et du prince Charles, comme beaucoup d'autres jeunes étudiantes britanniques à l'époque. La rumeur dit que Kate Middleton aurait choisi de faire elle aussi une année de césure, c'est-à-dire une sorte d'année sabbatique pour les étudiants en études supérieures afin de mettre à profit une expérience professionnelle ou personnelle lorsque le prince William a annoncé lui-même ce choix dans la presse après avoir obtenu ses A-levels, l'équivalent du baccalauréat. Alors, la petite annotation personnelle. À son initiative ou est-ce une idée de sa mère comme le sous-entend le scénario de la série The Crown sur Netflix? Cette copie d'emploi du temps fera naître plus tard pas mal de doutes quant à la sincérité de Kate envers William. William qui, lui, de son côté, durant cette année de césure, en a profité pour participer à divers entraînements militaires, projets communautaires et bénévolats, et a visité plusieurs pays d'Afrique en compagnie de son frère, à l'instar de Kate qui aurait suivi pratiquement le même parcours il y a quelques semaines d'écart. Alors là je me permets une aparté, donc c'est ma propre opinion, c'est que ça a fait quand même couler un peu d'encre ce sujet sur les réels sentiments de Kate au sujet de William, parce que justement ça a semblé louche et je peux comprendre qu'à la même époque, comme par hasard, donc ils ont le même âge, ils sont de la même année quasiment, mais comme par hasard, elle aurait dû rentrer à l'université. Alors déjà c'était pas forcément prévu qu'elle aille à St Andrews en Écosse, mais elle a choisi d'aller à St Andrews. Quand elle a su que William prenait une année de césure, elle en a pris une aussi. Alors à l'époque, moi ce que j'en avais su, c'est que c'était à son initiative. Et puis comme vous le savez, moi je regarde également la série The Crown dont j'ai été très fan. Et dans la série, le scénario fait mention que l'idée venait plus de sa mère, Carol Middleton. Et là encore, d'après les connaissances, ou les ragots, je préfère plus dire des ragots, il y a déjà été fait mention que Carol Middleton avait des grandes ambitions pour sa fille, alors ses enfants mais sa fille en particulier Kate, puisque même génération que le prince William, plus ou moins les mêmes affinités et forte probabilité de les faire se rencontrer. Et il y avait une histoire comme quoi de mère en fille chez les Middleton, donc Carol et sa propre mère avaient des hautes ambitions et justement auraient aimé, alors je ne sais pas si c'est forcément dans l'aristocratie ou dans la famille royale, mais avaient des fortes ambitions pour s'élever, avoir un rang plus élevé. Bon, après encore une fois, ce sont des rumeurs, rien n'a jamais été confirmé. Maintenant, si c'est le cas de la part de la mère, qu'elle ait des propres ambitions pour sa fille, bon, c'est un petit peu des magouilles dignes d'un film de cinéma. Maintenant, si c'est à l'initiative de Kate, alors je ne dis pas ça pour la défendre dans le sens où je l'adore vraiment comme humainement parlant, comme femme, je la trouve formidable. Mais je me dis en quoi est-ce gênant de se dire que peut-être que jeune fille, elle est tombée amoureuse du prince William comme beaucoup de jeunes filles britanniques du même âge, et qu'elle en fait elle s'est donné les moyens de l'approcher, alors pas comme une psychopathe dans le sens où elle va aller le stalker, le suivre et le harceler et devenir hystérique à son contact et à
parce qu'encore une fois, entre la fiction de Netflix et la réalité, personne ne saura vraiment jamais. Mais est-ce que le fait qu'elle ait fait plus ou moins les mêmes démarches caritatives avec des projets communautaires dans les mêmes lieux, bon, effectivement, parfois on peut se permettre d'avoir un doute quant au hasard, mais encore, et quand bien même si c'était une façon pour elle de l'approcher et de le connaître, de faire sa connaissance et d'avoir des points communs avec lui, je veux dire, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mal. Pour moi, elle a juste fait preuve d'intelligence par rapport à d'autres filles qui, au lieu de hurler sur son passage et devenait hystérique, elle l'a joué plus intelligente, plus neutre. Et faut pas se leurrer, faut tout être un petit peu honnête. On a tous eu un jour un béguin pour une célébrité. Et je pense qu'on s'est tous et toutes dit un jour, bah pour la prochaine je ferai comme ça, je ferai comme ça. On s'est tous imaginé des plans imaginaires, fait des faux plans dans notre tête en se disant ah, je suis amoureuse de tel acteur, tel chanteur et je ferai comme ça, comme ça. Bon, sauf que elle a eu, je dirais, la chance d'avoir son rêve qui s'est concrétisé. Et ça me fait penser à une petite anecdote, c'est très drôle, mais justement, un jour récemment, j'ai vu un reportage sur elle et on la voit toute jeune, elle doit avoir une douzaine d'années et elle fait un spectacle, elle fait une représentation théâtrale à son école et elle joue le rôle d'une princesse ou alors d'une jeune fille et qui tombe amoureuse d'un prince et qui s'appelle William. Et c'est très drôle de voir la Kate Middleton à 12 ans jouer un rôle qui va en fait être sa vraie vie plus tard, quelques années plus tard. Elle va réellement devenir princesse et tomber amoureuse d'un prince qui s'appelle William. Bref, une anecdote assez drôle. Donc encore une fois, au sujet de sa sincérité, je pense qu'elle était sincère. Oui, je pense qu'il y a eu une certaine démarche. Il n'y a rien au hasard, je pense que rien n'était dû au hasard. Tout était entre guillemets programmé, alors par qui? C'est pas le plus important. Mais je pense qu'il y avait quand même une démarche sincère ou en tout cas intelligente pour obtenir ses moyens. Elle a fait preuve d'intelligence et de patience. Parce que quand bien même elle a fait ça, rien ne lui confirmait que le prince William, qu'elle aurait plu au prince William, tant physiquement que psychologiquement, et que peut-être pour un défaut quelconque, il ne l'aurait pas trouvé à son goût de une ou autre, qu'il aurait déjà été en couple, et dans ces cas-là, elle aurait fait toutes ces démarches pour rien. Donc elle a su prendre des risques et mener sa barque intelligemment. Maintenant, je pense qu'après, c'est le naturel et le destin qui a fait le reste. En tout cas, c'est mon opinion. Maintenant, peut-être que vous me direz, ouais, mais tu n'es pas objective dans le sens où forcément tu vas la défendre. Mais moi, c'est ce que je pense en tout cas. Bref, revenons-en à nos moutons. Quoi qu'il en soit, les choses sérieuses vont commencer entre eux en 2002, donc peu de temps plus tard, au cours d'un défilé de mode organisé au sein de l'école, auquel Kate Middleton participait, dans une robe transparente extrêmement sexy. Plusieurs témoins et proches du couple à l'époque auraient rapporté les propres paroles de William ce soir-là. On voit effectivement une vidéo. Et ça vient pas de Netflix et The Crown, hein, ça a été vraiment révélé, où il y avait des photos, puisqu'à l'époque il y avait déjà des téléphones portables, et à un moment donné, un de ses proches copains a répété, reporté que William se serait retourné vers son copain, il aurait dit waouh Kate c'est chaud, waouh Kate c'est chaud, du genre il a été impressionné le loustic. Là encore, Kate Middleton a fait preuve de malice et d'un coup de génie en modifiant la tenue qu'elle devait porter et rendant ainsi cet instant mémorable qui changera le cours de l'histoire ou en tout cas son avenir. En effet, la fameuse robe transparente qu'elle portait était censée être une jupe qu'elle devait agrémenter d'une veste de tailleur par-dessus. Donc je ne sais pas si vous avez l'image en tête, si vous vous en souvenez, et si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller voir sur internet la fameuse robe défilée, on la voit partout, qui effectivement tout en transparence, c'était une robe un peu noire, assez droite et tout en transparence. Mais consciente de sa silhouette athlétique, elle a préféré miser dessus en remontant cette jupe en guise de robe et a
attirer l'attention sur elle, et particulièrement celle du prince William, qui n'était déjà pas insensible à ses charmes. Donc effectivement, elle a, encore une fois, je pense, comme je le disais, je pense qu'elle a joué très finement, avec beaucoup de patience et d'intelligence, et elle a bien vu. Alors encore une fois, je résume ou je fais des apartés, mais d'après les recherches et tous les reportages que j'ai pu voir sur eux, je pense que je vous étonne pas à ce niveau-là, c'est qu'il y avait déjà eu un rapprochement entre eux, amical, ils partageaient certains cours ensemble, ils s'échangeaient des notes, voilà, ils discutaient, ils étaient amis. Mais là, où il y a eu un franchement de ligne, un dépassement de barrière, si je peux me permettre l'expression, c'est lors de ce fameux défilé, cette fameuse soirée défilé, c'est que là, il ne l'a plus vue uniquement comme une amie, mais comme une potentielle petite amie, parce que il y a eu, au-delà de tout ça, de l'affection amicale, l'attirance physique. Et c'est là où ça a mis le feu aux poudres, tout a commencé. Quelques mois plus tard, il partage une colocation avec deux autres étudiants, donc un couple d'amis. Je ne sais pas si c'était un couple dans la vie, mais en tout cas un couple dans le sens garçon-fille. À partir du mois suivant, il partage une colocation avec deux autres étudiants. Alors, deux autres étudiants, il s'agissait d'un couple. Alors, je ne sais pas si c'est un couple dans la vie, mais en tout cas, couple dans le sens garçon et fille. Je suis le mois d'après. Bravo Kate. Kate et William démarrent leur histoire d'amour officiellement en 2003, puis attirent l'attention des médias dès la fin de cette année-là. En 2005, le couple fait l'objet de toutes les attentions et les journaux spéculent sur un possible mariage. Celui-ci tardant à être annoncé, Catherine est surnommée de manière très distinguée Waity Katie, en français Cathy qui attend. C'est classe. Le couple rompt brièvement en avril 2007, certainement dû à cette pression médiatique, avant de se reformer 3 mois plus tard, en apparaissant notamment ensemble lors d'un concert commémoratif pour les 10 ans de la mort de Lady Di. En 2006, après avoir donc obtenu mutuellement leur diplôme, elle obtient un poste d'assistante acheteuse pour la chaîne de vêtements Jigsaw. La jeune femme s'intéresse beaucoup à la photographie et commence à pratiquer aux côtés de Mario Destino. Depuis assez jeune, elle a une passion pour la photographie. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de photos qui apparaissent sur les réseaux sociaux officiels de la famille royale et qui sont parfois mis dans la presse. Ce sont des photos prises par Kate Middleton elle-même, notamment des photos de portraits de ses enfants, etc. C'est elle qui prend les photos, c'est pas forcément un photographe officiel, sauf pour tout ce qui est baptême, mariage, etc. bien sûr. Mais dès qu'il y avait un portrait à faire sur un de ses enfants, c'était elle qui prenait la photo. Donc elle avait vraiment la maîtrise, donc déjà la passion de ce loisir, de cette activité-là, et aussi déjà la maîtrise de la volonté peut-être, je pense, de maîtriser son image. Et j'y reviendrai. Mais il y avait déjà ce côté je gère. En avril 2008, Kate apparaît aux côtés de William lors de sa cérémonie de remise des diplômes de la Royal Air Force, suggérant que la relation du couple est désormais permanente et qu'elle a obtenu l'approbation des membres seniors de la famille royale. Alors les membres seniors, c'est les membres les plus proches de la reine, donc la reine et le prince Philippe, le prince Charles, la princesse Anne, etc., etc. Le couple se fiance en octobre 2010 lors de vacances privées au Kenya, après avoir obtenu bien sûr l'autorisation de la reine Elisabeth II et du père de Catherine Middleton. Les fiançailles sont officiellement annoncées le 16 novembre 2010 à Clarence House, après 8 années de vie commune. À cette occasion, le prince William offre à Kate la bague de fiançailles que son père avait offerte à sa mère Diana Spencer. La fameuse bague avec une pierre bleue, très très belle bague. En dehors de son baptême dans
enfin, et je pense que je ne peux pas faire une biographie de Kate Middleton sans faire un long passage sur cet événement-là. Kate épouse William le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster dans une sublime robe signée par Sarah Burton, directrice artistique de la maison britannique Alexander McQueen, qui deviendra par la suite son créateur fétiche pour toutes ses grandes apparitions publiques. Remarquée pour son design, son symbolisme et l'influence pressentie sur la tendance occidentale en robe de mariée, la robe était très attendue et a été largement commentée dans les médias, mais d'abord et avant tout appréciée et validée par la reine elle-même. Oui, puisqu'il faut le savoir, ça me paraît logique, ça peut paraître un peu vieux jeu, mais c'est paraît logique. La reine, bien que plus le temps passait, plus elle laissait pas mal de liberté, pour ses petits-enfants notamment, elle avait quand même un droit de regard, puisque la tenue, la robe que Kate allait porter, tout comme Meghan, ses autres belles-filles par rapport à ses enfants, allait la représenter elle, mais représenter aussi la famille royale britannique et la couronne. Donc la reine n'aurait pas accepté qu'elle porte une robe vulgaire ou, comment dire, trop moderne, trop en décalage avec l'image de la couronne. La dentelle brodée présente sur le bustier, le bas de la robe et le voile provient de la ville de Caudry, dans le nord de la France, dont c'est la spécialité. Et ouais les gars, et à savoir que Caudry, c'est une ville qui est à peine quelques kilomètres de chez moi. C'est vraiment tout proche. J'allais dire un truc en patois, mais non, je vais pas le dire. En gros, c'est chez moi, quoi. Et blague à part, c'est vrai que la ville de Caudry est très reconnue pour sa fabrication de broderie et elle exporte son savoir-faire dans le monde entier. Beaucoup de stylistes et de créateurs internationaux utilisent la broderie de Caudry dans ses créations. Rien que ça. La robe, d'une valeur estimée à 250 000 livres, contribuera à lever environ 8 millions de livres pour des œuvres caritatives lors de son exposition en juillet 2011 et qui attirera 600 000 visiteurs. Bien joué. Le voile a été maintenu en place par une tiare de chez Cartier à Londres et prêtée par la reine. Elle avait été commandée par le duc d'York, père de la reine, devenu par la suite le roi George VI, en 1936, soit 3 semaines avant de succéder à son frère Édouard VIII, duc de Windsor, en tant que roi. Comme quoi les dates, hein. La princesse Elisabeth, devenue ensuite reine, a reçu la tiare de sa mère pour son 18e anniversaire. Pour les thèmes coutumiers de la mariée, avec le quelque chose d'ancien, quelque chose de nouveau, quelque chose d'emprunté et quelque chose de bleu, la robe de Catherine Middleton était conçue avec la traditionnelle couture irlandaise Carrick McRoss, entre parenthèses l'ancien. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est une méthode de crochet, de couture à l'irlandaise qui date du XVIIe siècle, quelque chose comme ça. Et donc c'était une méthode qui était utilisée pour la fabrication de sa robe, donc la fameuse partie ancienne. Les boucles d'oreilles de diamants données par ses parents, donc pour le nouveau, la tiare de la reine, l'emprunté, et le ruban bleu cousu dans le corsage, le bleu. Et là je rigole parce que je ne sais plus, je vous avoue très honnêtement, très sincèrement, je ne sais plus si à l'époque je l'avais fait exprès ou pas. Je pense que oui. Mais j'ai moi-même cousu un petit ruban bleu sur le corsage de ma tenue de mariée. J'ai voulu pratiquer, alors ça c'est une vieille tradition, pas uniquement qu'en Angleterre et parmi la famille royale britannique bien sûr, mais le quelque chose de neuf, d'ancien, d'emprunté, de bleu, ça fait partie des traditions qui portent bonheur dans un mariage, notamment pour la mariée, et donc je l'avais fait. Alors je ne sais plus quoi en détail, mais je me souviens très bien que j'avais cousu moi-même un petit ruban bleu en forme de nœud à l'arrière de mon corsage que j'ai toujours, je crois. Je ne sais plus. Donc
qui l'intègrent dans leur bouquet, des fois dans leurs cheveux, parfois c'est des sous-vêtements, parfois c'est juste un petit objet qui va être caché quelque part, et moi j'avais choisi ça donc. Durant ses vœux, alors ça c'est pareil, un petit passage que j'ai trouvé très intéressant. Kate, qui contrairement au prince Philippe envers Élisabeth, n'a pas promis d'obéir à son mari, mais plutôt de l'aimer, de le conforter, de l'honorer et de le garder, faisant une nouvelle fois preuve de modernité et d'équité dans le couple. Et c'est quelque chose que j'ai déjà trouvé très intéressant et admirable, parce que c'est vrai qu'en principe dans ses vœux, c'est je te promets de t'obéir, et surtout là, je faisais référence au prince Philippe envers la reine Élisabeth. Quand ils se sont mariés, elle n'était pas encore reine, elle était encore princesse, mais elle savait que par conséquent un jour elle allait devenir reine lorsque son père serait décédé, et donc dès son mariage le prince Philippe a dû faire preuve d'obligeance envers elle, et dans ses vœux dire je promets de t'obéir. Mais apparemment c'était un moment un peu compliqué pour lui. Je vous rappelle quand même que dans les années 40, les hommes ils disent pas à leur femme je promets de t'obéir. Bon, même si on sait que c'est les femmes qui dirigent, hein. Le coût du mariage aurait été à peu près de 20 millions de livres, donc soit à peu près le même équivalent en euros, et a été pris en charge intégralement par la famille royale et les Middleton eux-mêmes. Je pense que c'est bien de le préciser. Uniquement les frais de sécurité et de transport seront couverts par le trésor public britannique. Je pense que ça va, c'est jouable. En contrepartie, et c'est ça qu'il faut retenir surtout, le mariage aurait donné lieu à un surcroît de 2 milliards de livres sterling au tourisme du Royaume-Uni, puisque ne serait-ce que ça, 2 milliards de téléspectateurs suivent en direct le mariage, soit près de 30% de la population mondiale de l'époque, qui était estimée à 7 milliards d'individus. 30% de la population mondiale a suivi le mariage en direct. C'est juste des chiffres incroyables, c'est fou. En mars 2011, William et Catherine avaient déjà annoncé au préalable la mise en place d'un fonds sous l'égide de la Foundation Prince William and Prince Harry. Par ce fonds, le couple affiche sa volonté de voir des dons effectués à des associations en lieu et place des traditionnels cadeaux de mariage. L'argent récolté a ainsi été réparti entre 26 associations choisies par William et Catherine et supportant des causes importantes à leurs yeux: les forces armées, les enfants, les personnes âgées, les arts et les sports. Catherine en assure la présidence. Et là encore, il faut savoir que, alors pour une question de politesse, quand vous offrez un cadeau à un membre de la famille royale britannique, si jamais un jour ça vous arrive ou ça vous est déjà arrivé, sachez que jusqu'à une certaine valeur, ils ne peuvent pas garder le cadeau. Donc si vous leur tendez, leur donnez, ils vont le garder. Des cadeaux de petite valeur, un bouquet de fleurs, des peluches, ils peuvent les garder. Mais au-delà d'un certain prix, ils vont les remettre à des associations ou autres, parce que on est bien d'accord qu'ils ne sont pas dans le besoin financièrement, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir de cadeaux coûteux et onéreux, donc ils vont les redistribuer. Ce faible valeur, ils vont les garder à titre symbolique. Alors après, est-ce qu'ils les gardent pour de vrai? Je n'en sais rien, on va pas être hypocrite non plus, je pense qu'ils en reçoivent énormément, mais voilà, ne serait-ce que ça, parmi le protocole de la famille royale, ça fait partie de ces règles. Ça pourrait être d'ailleurs intéressant que je vous fasse un jour une vidéo sur tout le protocole de la famille royale, sur ce qu'ils ont droit de faire ou non. Alors peut-être que vous allez me dire non Manon, s'il te plaît, arrête de nous saouler avec la famille royale d'Angleterre, mais ça pourrait être très drôle, très drôle. Il y a pas mal d'anecdotes en plus qui se croisent avec l'histoire et qui sont assez logiques, du genre pourquoi quand ils voyagent, ils doivent toujours avoir une tenue en noir avec eux, pourquoi ils ont l'interdiction de manger certaines choses, de jouer à certains jeux. Si vous savez pas, va falloir me le réclamer. Depuis cette date, donc la date de leur mariage, Kate porte à présent le titre de duchesse de
dit que leur résidence officielle à Londres demeure Clarence House, suivie du palais de Kensington, bien sûr. Dès lors commence pour eux une vie rythmée par les apparitions publiques et les devoirs officiels. Après le mariage, le duc et la duchesse de Cambridge effectuent leur premier voyage officiel au Canada et aux États-Unis. À cette occasion, le couple princier rencontre le président des États-Unis de l'époque, Barack Obama, et son épouse Michelle. En 2012, le duc, la duchesse et le prince Harry sont nommés ambassadeurs des Jeux olympiques et Jeux paralympiques d'été de Londres. Ils assistent aux cérémonies d'ouverture et de clôture et soutiennent les athlètes britanniques tout au long des Jeux. En septembre 2012, le palais de Buckingham annonce un déplacement du duc et de la duchesse en Asie à l'occasion du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II. Donc déjà à l'époque, la reine Elisabeth, quoique toujours en forme, puisqu'elle va encore tenir 10 ans quand même, commence à pas mal déléguer aux autres membres actifs, donc les fameux membres seniors, de déléguer certains voyages qu'elle ne peut plus forcément faire, puisqu'on peut le comprendre, hein, même si elle est encore en pleine santé et en forme, certains voyages vont devenir assez fatigants pour elle, et donc elle va déléguer aux autres membres de la famille certaines tâches et donc certaines tournées dans le monde. Bon, là encore une fois c'est peut-être fatigant, mais c'est pas le plus dégueulasse comme taf. Toujours en septembre de cette année et juste après cette tournée royale, le couple s'octroie quelques vacances ainsi que leur premier scandale médiatique malgré eux. En effet, le magazine de presse People Closer ainsi que le magazine G du groupe de presse italien Mondadori, dont Silvio Berlusconi est propriétaire, publient des photos de la duchesse dénudée en compagnie de son époux sur la terrasse d'une villa en Provence. Le couple porte alors plainte, l'affaire étant suivie au tribunal de grande instance de Nanterre qui, dans un premier temps, interdit à l'éditeur Mondadori de céder ou diffuser les photographies par tout moyen, sur tout support, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, notamment sur des tablettes numériques, et lui enjoint de restituer au couple princier l'intégralité des supports numériques contenant ces photographies. Puis ouvre une enquête au pénal pour violation de la vie privée. Le couple, et particulièrement le prince William, mettra un point d'honneur à protéger son épouse et par la suite sa famille de la presse à scandale qui aura causé énormément de tort à la famille royale britannique en provoquant notamment le décès de sa mère, la princesse Lady Di. Et jusque là je pense qu'on peut complètement leur donner raison. Déjà pour le passif, vu le passif de ce qui s'est passé avec sa mère, je pense qu'on peut comprendre qu'il a une dent envers les paparazzis. Et puis même dans un second temps, c'est pas parce que tu es princesse, reine ou autre que tu n'as pas le droit à ta vie privée. Ce n'est pas parce que tu es une personne publique que tu n'as pas le droit à ta vie privée et que concrètement tu as le droit de te mettre seins nus topless pour bronzer pendant tes vacances. Je vois pas où est le problème, donc ils ont eu raison de se défendre. Puis vient la première grossesse de Kate Middleton qui est annoncée par le couple en décembre 2012. La grossesse s'annonce compliquée. En effet, la jeune princesse est hospitalisée à l'hôpital de Marylebone à Londres dès le début de celle-ci, puisqu'elle a souffert d'une forme de nausée très rare appelée hyperemesis gravidarum. Néanmoins, si cette forme de nausée est rare, la princesse et l'enfant ne courent aucun danger, puisqu'elle est sortie de l'hôpital après seulement quelques jours d'hospitalisation pendant lequel elle a été alitée et elle a pu se reposer. Alors, moi, étant maman, ayant donc déjà vécu des grossesses, je peux comprendre un peu ce qu'elle a vécu, dans le sens où je n'ai pas eu le même, mais en début de grossesse, à 98% des cas, les jeunes mamans ont des nausées. Hein, c'est les fameux symptômes, je dirais, très traditionnels et très caractéristiques qui annoncent l'arrivée d'une grossesse. Donc déjà, moi je peux imaginer que en temps normal, ça dure qu'à peine, ça dépend les femmes, mais entre quelques jours et quelques semaines. C'est très désagréable puisque tu as l'impression d'être constamment dans un état de gastro. C'est un peu ça.
perte de poids importante, des malnutritions de la maman, de l'enfant, une déshydratation et des carences aussi bien pour la maman que pour le bébé. Donc si ça peut avoir des formes graves si ce n'est pas traité. Voilà, j'insiste bien. Le premier enfant du couple, donc le petit prince George, naît le 22 juillet 2013 et devient la nouvelle star des médias britanniques, d'autant par sa petite bouille si mignonne que par la suite sa ressemblance avec son père et par conséquent sa grand-mère Diana. En septembre 2014, on apprend que Kate est enceinte pour la seconde fois et qu'elle souffre de nouveau de ces fameuses nausées aiguës. La princesse Charlotte arrive donc le 2 mai 2015 et arrive quatrième dans l'ordre de succession du trône. Là encore, c'est un moment important à retenir car c'est à l'occasion, je dirais, de la naissance de Charlotte que justement on se dit tiens, elle est quatrième dans la succession du trône, alors que vieil adage, vieil héritage, vieille tradition dans la royauté, c'est que seuls les hommes peuvent prétendre à une place sur le trône. Enfin, je me suis mal exprimée puisque non, la reine étant une femme, elle est devenue reine. Mais c'est que dès qu'un garçon naît, il prend forcément la place de sa sœur. Et là, la naissance de Charlotte a fait que non, elle est née et elle a gardé sa place. Je m'explique. Le 28 octobre 2011, dans le cadre de la réunion des chefs du gouvernement du Commonwealth à Perth, en Australie, les 16 pays membres partageant la souveraine pour chef d'État ont entériné le principe d'une réforme des règles de succession. Ainsi, la princesse Charlotte de Galles devance son frère cadet Louis dans l'ordre de succession, alors que par exemple la princesse Anne, bien née avant ses frères Andrew et Edward, est toujours située après eux. Vous comprenez la différence, c'est que ça n'a pas eu de rétrospective par rapport à toutes les naissances féminines auparavant, notamment avec la princesse Anne, qui je le rappelle est la fille, je m'embrouille beaucoup aujourd'hui. Anne étant la fille de la reine Elisabeth, c'est la seconde, mais ayant eu 2 petits frères, après elle, elle est passée après eux d'autorité, même si elle est née la seconde. Et bien là, depuis le 28 octobre 2011, chaque nouvelle naissance féminine dans la famille royale britannique confirmera la position dans l'ordre de couronnement. Alors, on est bien d'accord que à partir d'un certain degré, l'ordre de couronnement ne compte plus vraiment. On est bien d'accord que on n'est plus dans une époque au Moyen-Âge où les enfants décédaient parfois pour rien, très tôt, rapidement, ou alors qu'il y avait des fratricides. Donc Charlotte n'a quasiment aucune chance un jour d'aller sur le trône, mais si jamais un jour ça devait être le cas, elle garderait sa position de quatrième. Voilà. Kate Middleton est enceinte pour la 3e fois en 2017 et souffre de nouveau d'hypermésis gravidarum. Elle accouche d'un petit Louis Arthur Charles le 23 avril 2018. Arrivé au 8 septembre 2022 avec le décès de la reine d'Elisabeth, l'ordre de succession donc bouge et les titres également, puisque le prince Charles devient le roi Charles III et le prince William, duc de Cambridge, devient alors prince de Galles à son tour, héritier du trône, et son épouse par conséquent devient princesse de Galles, rôle qui n'avait pas été redonné depuis Lady Diana. Je le rappelle, j'en avais fait une petite vidéo pour sa biographie et j'avais expliqué pourquoi Camilla Parker Bowles, aujourd'hui dit la reine Camilla, n'avait jamais obtenu ce titre, puisque en respect et en hommage à la princesse Lady Di, elle avait conservé ce titre jusqu'à l'acquisition de ce nouveau rôle, de ce nouveau statut par sa future belle-fille. Donc on savait que le prince William, se mariant un jour, allait pouvoir donner par transmission ce titre à sa future femme. Voilà pourquoi. Lors de la cérémonie du couronnement du roi Charles III, la princesse fait de nouveau sensation dans une robe créée par son styliste fétiche Alexander
elles étaient juste magnifiques. Entre la coiffure, la robe, le maquillage, sublime. Les Anglais ont beaucoup de chance d'avoir une future reine comme ça. Depuis ses débuts en tant que personne publique et ensuite membre de la famille royale d'Angleterre, Kate a toujours su se mettre en avant de la bonne façon, c'est-à-dire pas trop en avant ni trop peu, et uniquement à faire parler d'elle en bien, que cela soit pour son élégance, son intelligence, sa gentillesse, son charisme, son style vestimentaire. On parlait beaucoup justement d'elle dans la presse où on notait positivement que on voyait régulièrement Kate avec souvent des vêtements dans la vie de tous les jours, des prêt-à-porter. Elle s'habille souvent chez H&M, chez Zara. Je crois même que sa propre robe de fiançailles, la fameuse robe bleu marine qu'elle portait le jour de ses fiançailles avec William, c'était une robe de prêt-à-porter. Et très très régulièrement, on la voit même à des événements officiels en robe parfois de prêt-à-porter. Alors bien évidemment, parfois elle va porter des vêtements de haute couture et de styliste, mais très souvent elle va utiliser des vêtements de tous les jours que tout le monde peut s'acheter et elle va les réutiliser. Même des pièces de haute couture, plusieurs fois dans la presse, on la revoit enceinte ou pas enceinte, elle va reporter le même manteau, la même robe à des diverses occasions différentes, mais c'est peut-être pas grand chose, mais c'est rare, c'est je pense la première fois qu'on voit ça, et surtout parmi les membres de la famille royale. Même les célébrités, les chanteuses ou actrices le disent elles-mêmes, quand elles portent une robe, bon, elles la gardent, mais elles n'auront jamais l'occasion de la remettre ou de remettre ce vêtement parce que elles ont déjà été photographiées avec, donc ça ferait mauvais genre, ou en tout cas ça serait mal vu par l'opinion publique. Mais c'est des foutaises parce que qu'est-ce qu'on s'en fout, au contraire, elle a compris que c'était plus dans les mœurs et dans l'opinion publique que d'être intelligent et penser écologie, économie et logique. Tu peux te permettre de remettre le même vêtement à quelques années d'écart, même si tu as déjà été photographié avec, et alors qu'est-ce que ça change? Tu peux le retransformer avec un autre accessoire d'une autre façon, une autre coiffure, bref. Et ça, elle a tout compris, comme dans son attitude régulièrement, on la voit faire ses courses. Alors attention, je suis pas en train de dire, je suis pas non plus naïve dans le sens où je me doute bien que c'est pas elle qui fait constamment ses courses toute seule, mais on la voit régulièrement faire ses courses toute seule dans ses magasins, dans un supermarché le plus proche de chez elle, ou en compagnie de ses enfants, où elle achète des bricoles. Bien évidemment qu'elle n'est pas seule, il y a des gardes du corps en civil un peu partout, mais elle essaye de vivre et de faire vivre à ses enfants la vie la plus normale qui soit. Et ça, rien que ça, en tant que personne humainement, ça prouve l'intelligence et ça prouve l'état d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Elle a également donc justement une façon brillante de gérer la presse. Donc je vous le mentionnais, hein, elle n'a pas peur de se montrer en jean et en col roulé. Elle va faire ses magasins. Parfois elle est sans maquillage, on la voit, et c'est pas grave, de toute façon même sans maquillage elle reste très très belle. Et par exemple il y a une anecdote que j'ai en tête à l'époque où donc c'était avant la naissance du prince George. Comme tout couple qui vient de se marier, ils adoptent un animal de compagnie, ils adoptent un petit chien. Et la presse a commencé à les saouler avec ça parce qu'en souvent un couple qui adopte un animal, ça annonce souvent par la suite une naissance. C'est bizarre mais c'est comme ça. Et donc la presse a commencé à les suivre, etc. Et c'était des questions débiles du genre ah comment il s'appelle, et ils n'ont jamais voulu répondre. Et ce qui était fou, c'est qu'ils ont donné la réponse un jour, tout simplement. Ils sont allés dans une visite, je crois, d'une école, où c'était elle toute seule. Elle est allée faire une visite d'une école. Et il y a un petit garçon, je ne sais plus trop comment, bref, il commence à parler de chien. Et elle a dit au petit garçon, donc il y avait la presse, hein, puisqu'elle ne s'adressait pas aux journalistes ni aux photographes, mais elle s'adressait au petit garçon. Et elle a dit, moi aussi j'ai un chien, et il s'appelle Lupo, ça veut dire loup en italien. Et c'est comme ça que la presse a su l'information. Mais justement, ça a été suffisamment remarqué pour préciser qu'elle a eu l'intelligence de donner l'info, mais pas en s'adressant à la presse parce qu'elle les met à l'écart. Elle veut s'adresser au peuple britannique de manière toute simple. Voilà, sur une conversation qui n'était pas prévue, elle commence à parler de chien avec un petit garçon et elle dit tout simplement « Moi aussi j'ai un petit chien
déshonorant et très irrespectueux. Peu importe ce qui s'y passe et que le prince Harry ait souffert de certaines choses, d'être le suppléant, d'être le remplaçant, je pense qu'il y avait des manières plus nobles et plus respectueuses d'aborder le sujet. Clairement, quand on voit leur réaction à en faire des documentaires sur Netflix, à en faire des livres, à en faire des interviews aux États-Unis, ça sent clairement l'appât du gain et ça sent l'envie d'oseille, et ça, je trouve ça écœurant. Il avait d'autres moyens de régler ses comptes en privé. Voilà, pour moi, je pense qu'il a sali l'honneur de sa famille et surtout la mémoire de sa mère. Peut-être que sa mère aurait été d'accord, mais je pense pas que sa mère aurait été d'accord sur la forme, sur le fond, oui, mais pas la forme. Voilà, après, vous savez ce qu'on dit, hein. Même au-delà de la famille royale, on a tous des histoires de famille, mais quoi qu'il en soit, peu importe le degré de conflit qu'on peut y avoir, une famille, ça reste une famille, et on lâche pas, on lâche ça en public. Si on veut garder un minimum de prestance, on reste discret, tout simplement. Je repense aussi notamment aux obsèques de la reine Elisabeth, où là où William et notamment Kate Middleton ont fait preuve de beaucoup d'intelligence, c'est que malgré le conflit qui était déjà bien là, bien présent avec Harry et Meghan, et qu'ils savaient déjà qu'il allait avoir un livre qui allait sortir, un documentaire, enfin ils savaient qu'il allait avoir des bombes qui allaient être lâchées, et bien, ils ont quand même fait semblant. Kate, on la voit vite fait adresser la parole à Meghan, alors si ça se trouve, peut-être qu'elle la traite, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, publiquement, elle a fait semblant, elle a donné le change, et elle a été plus intelligente, ça c'est clair. En parlant donc justement de distinction, Kate Middleton et sa famille possèdent leurs propres armoiries à l'initiative de son père Michael Middleton. N'étant pas noble, la famille Middleton n'en possédait pas d'armoirie spécifique et donc Michael Middleton a fait une demande de création auprès du College of Arms qui lui a été accordée. Comme le veut la tradition, les armoiries ont été créées par et pour Michael Middleton et sont donc utilisables par son épouse et leurs descendants Middleton. Le 19 avril 2011, les armes de Catherine Middleton, qui ont notamment orné le programme du mariage, sont officialisées. Catherine Middleton se serait beaucoup impliquée dans la conception de ces armoiries. Je vais essayer de vous mettre la photo du blason, donc avant mariage de Catherine Middleton. Donc elle représente 3 rameaux de chêne séparés par un chevron doré et se blasonne partie d'azur et de gueule au chevron d'or cotisé d'argent, accompagné de 3 glands renversés d'or, tigés et feuillés du même. Le blason de Catherine avant son mariage, avant le prince William, correspondait au blason de son père, présenté dans un écu féminin. Le ruban bleu symbolisant le fait que la jeune femme n'était pas encore mariée. Le but de ces armoiries était de représenter la famille Middleton tout entière, leur foyer et ce qu'ils aiment. Ce blason est transmissible à la postérité de son frère James, c'est-à-dire par la descendance masculine de la famille Middleton. Chaque élément a été choisi pour sa symbolique. La division symétrique du blason correspond à ce que signifie une partie du patronyme, middle signifiant milieu. Les teintes bleues et rouges correspondent aux couleurs principales de l'Union Jack, agrémentées du blanc représentant des montagnes. Le chêne représente le Berkshire, région où Catherine a été élevée. Les 3 glands dessinés au bout de chaque rameau pour les 3 enfants du couple Middleton. Le chevron est de couleur or pour le nom de jeune fille de Carol Middleton, qui est Goldsmith, orfèvre en anglais. Et les cotices blanches qui accompagnent le chevron représentent les montagnes du parc national de Lake District, où la famille Middleton aime se rendre. Le blason de Kate a ensuite été modifié selon son statut. D'abord, une fois devenue duchesse de Cambridge après son mariage, puis ensuite princesse de Galles à la suite du décès de la reine Elisabeth II. D'autres distinctions lui auront également été remises par la reine elle-même, preuve de l'affection qu'elle lui portait et la reconnaissance qu'elle lui donnait en tant que future reine. En 2012, elle a été, ou en tout cas elle a reçu la médaille du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II. C'est une médaille qui en fait symbolisait célébrer le 60
pense que ça va, on est large. Dernier fait récent concernant Kate Middleton. Le 17 janvier 2024, un communiqué de Kensington Palace annonce que Kate Middleton a été opérée ce jour pour une opération abdominale programmée et qu'elle restera plusieurs jours à l'hôpital jusqu'au 29 janvier. Elle ne devrait reprendre ses activités qu'après les fêtes de Pâques. L'inquiétude autour de cette info réside notamment autour du manque d'informations, car bien que l'opération ait été programmée, elle n'en reste pas moins mystérieuse, puisqu'on n'en connaît pas la nature, mais surtout par le délai d'hospitalisation et le délai de rétablissement qui paraissent anormalement longs. Voilà. C'est vrai que pour revenir sur ce sujet, moi qui me suis moi-même fait une opération, qui a subi une opération au niveau du ventre et qui était programmée, puisque j'ai eu une abdominoplastie, j'ai pas eu un temps de rétablissement aussi long et un délai d'hospitalisation aussi long. Je suis sortie, je crois, à peine 12 heures plus tard. Et en tout et pour tout, j'ai eu un délai de rétablissement entre 15 jours et 3 semaines, hein, selon la nature de la personne. Donc là, c'est vrai que ça prête à inquiétude en se disant ok, ils veulent rassurer la chose en disant c'était programmé donc il n'y a rien de grave, mais c'est le délai qui reste assez long. Donc là, on la reverra pas avant au moins mi-avril, début avril, mi-avril. Donc est-ce qu'on en saura plus? Je ne sais pas. En plus du fait qu'on ait appris que le roi Charles avait un cancer, bon voilà, qu'il était en traitement, qu'a priori se porte quand même bien malgré ça, mais il est en traitement. Donc je pense que le prince William il passe des bons moments en ce moment. Donc voilà les amis, c'était la biographie de Kate Middleton, Catherine Middleton, princesse de Galles, future reine d'Angleterre, personnage public que j'apprécie vraiment beaucoup, je pense que vous l'avez compris, ou en tout cas qui m'inspire beaucoup, que je trouve inspirante et que j'admire beaucoup, qui pour moi mérite d'être suivi et d'être pris en exemple. Comme je l'ai déjà dit, et on le voit régulièrement sur les réseaux sociaux, dans un monde et dans une époque où aujourd'hui on a Dieu que pour des nanas comme les Kardashians, on ferait mieux de suivre un petit peu plus des nanas comme des Kate Middleton. Voilà, clairement. Après, chacun son goût, chacun ses styles, mais voilà, ce n'est que mon opinion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu mes amis. J'espère qu'elle vous aura détendu, qu'elle vous aura diverti et peut-être apaisé et endormi. Je vais essayer